depuis longtemps à ce que je vais vous dire ce soir. Depuis que Rémi il m'a... Quoi? 4 ans. Ouais, depuis 4 ans. Depuis que Rémi il m'a... Enfin, qu'on a parlé avec Rémi et Laurent et Kevin, que je devais passer ici de toutes les façons pour le salon Massa qu'il y avait à Yavne. On ouvre avec mon association à Paris un programme Massa pour les étudiants et étudiantes. Et j'ai beaucoup réfléchi et en fait je suis arrivé à la conclusion que je savais pas ce que je voulais dire. Ça veut dire quoi? Je lui ai dit un thème, je lui ai dit un bilan dans la vie après 4 ans, tout ça, mais bon. Le truc, il est que je me suis rendu compte que je suis un petit peu trop émotif pour parler. Il faut que je parle plus fort. Rapproche-toi, les bébés, ça me dérange pas. En fait, je vais essayer quoi, mais avec plaisir. Je vais essayer en fait, mais c'est vrai que c'est compliqué. Je me rappelle ça fait 4 ans, purée. Je me rappelle la dernière soirée à la maison, boulevard de Louvain. Je me rappelle ce que Jonathan il m'avait dit. Je me rappelle un peu tout, mais surtout ce que Jonathan il a dit. Il était aussi ému à ce moment-là. Tu te rappelles pas? Tu te rappelles? Et pour moi, c'était un moment, les 2 ans que j'ai passé à Marseille, assez particulier parce que c'était vraiment une coupure dans ma vie. J'habitais en Israël, je suis venu en France, et ces 2 ans-là, ils m'ont marqué beaucoup plus que 4 ans à Paris. C'est enregistré. Je discutais avec ma femme justement, je vais couper. Je discutais avec ma femme comment ça se fait, et c'est vrai que les liens qu'on avait créés ici, ils étaient particuliers d'abord parce que c'était plus restreint. Là-bas, je vois, on dit combien tu vois, enfin, celui que j'organise un cours là-bas, on est 100 direct mardi soir et tout, et donc forcément les liens ils sont beaucoup moins intimes et beaucoup moins privilégiés. J'ai pas un Kevin là-bas qui est Shabbat tous les Shabbats chez moi parce que j'habite à Troupignon-les-Alouettes dans Paris, dans le 9-3, donc pas dans Paris. Donc si quelqu'un il veut venir de Paris chez moi, il doit mettre à peu près 3h30 à pied. Donc c'est moins jouable que la petite heure que tu te tapais, hein, Kevin, pour venir à la maison. Donc toutes ces raisons font, en plus le fait aussi que je sois parti un petit peu précipitamment de Marseille, ça veut dire sans me préparer dans la tête au départ. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais mes enfants inscrits à l'école et 2 semaines après j'habitais déjà à Paris, quoi. Ça a été donc tout ça fait que c'est un petit peu compliqué d'avoir de réfléchir de manière logique, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, sans me mettre à pleurer, tout ça. C'est un peu compliqué. Donc je me suis dit bon bah je vais essayer de me détacher de ce on va dire blocage, après on va discuter et j'espère que par les questions ça va permettre d'être un petit peu plus dans le sujet. En clair, je me suis dit puisque c'est la réflexion que j'ai eue, je me suis dit en 4 ans, ça fait 4 ans que je suis parti, qu'on est parti, et je me suis dit bon, qu'est-ce que j'ai fait maintenant pendant ces 4 ans? Je me suis dit ça serait intéressant que chacun se pose la question de temps en temps dans la vie, regarde un petit peu en arrière et on se dit qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je peux apprendre de ce que j'ai fait, des erreurs pour ne pas les recommencer et des trucs que j'ai réussi pour les développer encore plus. Alors c'est pas dit qu'il faut que ça se fasse tous les 4 ans, hein. On peut se faire ça. Si on le fait tous les 2 mois, ça va être un peu chaud. On risque de un petit peu déprimer parce que les évolutions on les voit moins sur 2 mois et on risque 6 mois. Chacun en fonction dès qu'il sent que c'est le moment, faire un petit bilan. Mais pourquoi c'est important ça? Parce que moi c'est ce que mon Rav il m'avait dit. J'avais demandé comment je suis sûr dans la vie de faire les bons choix. C'est compliqué. Des fois il y a des choix et c'est facile à faire. Quand t'as le choix entre il y a des choix compliqués comme Uber ou les taxis.
J'étais obligé, je suis désolé. Il y a des choix compliqués comme ça, mais bon, il y a des choix, c'est facile quand c'est pas besoin de donner d'exemple, hein. Vous avez tous eu des choix où c'était même pas une question puisque c'était tellement évident que ça se décide tout seul. Quoi? On vient ou on vient pas? Il y a des choix plus compliqués, partir à Paris ou pas, partir d'Israël, aller en Israël, c'est des trucs un petit peu plus compliqués. Hein, David, c'est un peu plus compliqué à décider. C'est des choix beaucoup plus compliqués qui engagent sur le beaucoup plus long terme. Et il y a des fois où on sait que bon, on sait ce que je pense qu'il faut faire. Ça, c'est ça, vous me connaissez déjà. C'est qu'il faut se poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi pour pouvoir faire un bon choix. Maintenant, des fois, ce qu'il attend de nous, c'est pas forcément ce qu'on pense être bon pour nous. Bon, c'est un autre problème, mais des fois, on ne sait pas ce qu'il attend de nous. C'est là que la tâche se complique. Il y a des fois, il y a des choix où on ne sait pas vraiment ce qu'il attend de nous. En très rapide, c'est un peu le choix qu'a eu à faire Abraham Avinu au moment de la Kedat Yitzhak. Si vous connaissez l'histoire, Dieu lui a demandé d'aller égorger son fils, si on le lit littéralement. Et d'un autre côté, Dieu lui a dit qu'il va avoir sa descendance par Yitzhak. Si vous lisez les versets, il y a écrit Ki be Yitzhak Ikare lechazera, par Yitzhak ça sera ta descendance. Et après il lui dit tu vas, tu le prends. C'est incohérent. Donc on s'est écrit partout que Abraham, Ibrahim, comme le disent nos cousins, il avait une névoie, une prophétie avec Dieu qui était moins claire que celle de Moïse. Et donc, il avait comme un bug dans la transmission. Il se dit, je sais pas, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Il y en a beaucoup qui vous disent ce qui était dur, pour lui, c'est, il faut égorger son fils. Mais l'épreuve, elle se situe pas là, parce que si c'était ça, c'est vrai que c'est dur. Ne pensez pas que je dis que, mais on voit des gens, même si c'est des cinglés à nos yeux, qui le font, même de nos jours. Ils prennent une ceinture, ils l'accrochent sur leur fils et ils le sacrifient selon ce que eux pensent être la bonne cause. Mais le challenge d'Abraham était beaucoup plus compliqué parce que d'un côté Dieu il lui dit tu dois faire ça et d'un autre côté il lui a dit tu dois pas faire ça. Donc il y a un bug dans la transmission. Il lui dit que par son fils Yitzhak il aura une descendance et il lui dit il faut le tuer. Il y a un bug là. Donc Abraham se retrouve dans un dilemme, dans un choix. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Dans ce cas-là, je pourrais dire à Dieu, bah c'est toi qui m'as dit. Dans le cas où je le laisse en vie, je pourrais aussi le dire à Dieu, bah c'est toi qui m'as dit. Mais moi j'ai envie de faire ce que Dieu attend. Maintenant il répond plus. Plus de réseau. Donc qu'est-ce que je fais? C'est un peu ce genre de dilemme-là, et c'est ça l'épreuve d'Abraham, parce qu'il est dans un dilemme où il sait pas ce que Dieu attend de lui. Il veut, alors, et c'est ça l'épreuve extraordinaire, c'est qu'il a quand même décidé de faire ça alors qu'il est pas sûr que c'est ça que Dieu attend de lui. C'est ça qui est fou dans ce qu'il a décidé. Alors pourquoi il a fait ce choix? Bon, c'est pas le sujet, mais il a fait ce choix parce qu'il s'est dit dans ce choix-là, au moins, il pourra pas m'être reproché de le faire parce que si j'ai mal compris, Dieu peut pas me reprocher de mal comprendre. Le cerveau, c'est lui qui me l'a fabriqué, donc il peut s'en prendre qu'à lui-même si j'ai mal compris. Mais on peut me reprocher si je l'ai fait par intérêt. Mon intérêt à moi propre, c'est qu'il reste en vie. Donc là, peut-être que j'ai mal compris à cause de ça, à cause de mon intérêt qui interfère. Je sais pas si je suis assez clair, j'ai abordé ce sujet très rapidement, c'est pas le sujet. Et donc il a décidé, donc c'est plutôt, on sera jamais dans un choix comme ça où on a une connexion directe avec le divin qui nous dit tu fais ça ou tu fais pas ça, à part certains cinglés qui pensent que, et non, il y en a qui circulent à Paris, en Israël, les mecs qui s'habillent tout en blanc, ils vendent des petits médaillons avec leurs photos, ils vendent des brachot, ils vous mettent dans une, bon, ça s'appelle des babas, c'est des mecs qui sont soit des escrocs, soit des cinglés, l'un ou l'autre, pas plus, il n'y a pas d'autre possibilité. Et donc, non, on ne sera pas confronté à ce genre de choix. Mais dans d'autres choix dans la vie, on se retrouve dans un choix où on sait pas vraiment. Donc, mon Rav, il m'a dit, si tu veux être sûr de faire le bon choix, tu dois te projeter le plus loin possible. Il faut t'imaginer dans ta tête projeter le plus loin possible et regarder en arrière et voir si c'est le choix que tu avais voulu faire. Est-ce que c'était le bon choix ou pas? Ça veut dire quoi? C'est pour ça que là c'est 4 ans, mais ça peut être n'importe quand. On se retourne et on regarde est-ce que les choix qu'on a fait il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 6 mois, maintenant je vois les résultats. Donc
Ou alors, il y en a où les résultats, ils viennent que 10 ans après, alors au bout de 10 ans. Mais nous, le travail qu'on va faire en amont, c'est que, voilà, maintenant je regarde en arrière, je vois, alors ça c'était un bon choix, c'était pas un bon ça, donc j'en tire les conclusions. Et je sais pour la prochaine fois, est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse ou pas? Pour parler plus concrètement, il y a une fois j'ai eu une discussion avec, je me rappelle encore, après on m'a charrié, c'était le deuxième voyage que j'organisais au ski, donc pas celui au TCR, celui d'après. Et on discutait sur toutes sortes de sujets dans le judaïsme. Et attendez une seconde, il y a juste ma femme qui m'appelle, elle essaye de me joindre depuis tout à l'heure. Si elle rappelle à une quatrième fois, juste je lui dis que je suis en cours. Euh, et donc, on discutait avec ces gens-là. Bon, en général, quand je discute, on discute toute la nuit. Et je leur disais toujours, imaginez-vous à 80 ans et regardez derrière, qu'est-ce que vous auriez voulu? Il y avait le choix entre, je crois que la discussion ce soir-là, c'était sur, moi je leur expliquais, selon moi, à quel point c'est dans un couple désavantageux d'avoir eu plusieurs ex, et donc il vaut mieux être avec quelqu'un sérieux et après se marier, et pourquoi pas avoir des enfants, etc. Et que plus on a d'ex, euh, plus c'est endommageant pour futur couple, bon, par rapport aux comparaisons, par rapport au passé, que surtout les comparaisons, mais aussi parce que c'est difficile de faire le deuil et que quand on s'est fait jeter, c'est plus compliqué que quand on a jeté. Et donc il y a toujours, il peut toujours avoir, et surtout après dans la jalousie dans le couple, il y a beaucoup de problèmes dans les couples qui arrivent parce que elle a rappelé, il a rappelé, envoyé un texto, mais tu lui parles encore, des trucs il y aurait. Personnellement, moi j'ai pas d'ex, donc je sais pas, mais c'est de ce que j'entends. Ma femme non plus, donc de ce que j'entends. Donc on discutait de ça, à quel point c'est quand même avantageux de. Non, mais tu comprends pas, il faut faire des expériences, sinon justement c'est l'autre, il faut comparer, sinon tu sais pas qu'est-ce qui te correspond. Bon, c'était le débat. Et dire, regarde, demande à un gars de 80 ans, c'était la blague. Après, il m'a charrié après dans toutes les publications Facebook, si vous cherchez il y a 2 ans. Il est où le gars de 80 ans à côté de toi? C'était dans tous les commentaires. Si tu demandes à un gars de 80 ans, est-ce que, voilà, il se retourne, il regarde sa vie, de quoi il est fier, de quoi, qu'est-ce qu'il fait triper, sur quoi il est content, du nombre d'ex qu'il avait ou du nombre d'années de mariage qu'il a réussi à construire avec sa femme avec laquelle il est maintenant. Et en général, si vous demandez à quelqu'un de sain d'esprit de 80 ans, j'ai pas fait l'expérience avec tous les gens de 80 ans, mais vous pouvez faire l'expérience. En général, ils vous disent j'ai 45 ans de mariage, j'ai 35 ans de mariage, je vous dis pas j'ai 8 ex à mon actif, 27, 32, c'est logique. Et donc c'est un peu ça le but d'un bilan, c'est de voilà, je regarde ce que j'ai fait, je regarde de quoi je suis fier. Et il y a deux trucs. Il y a les trucs sur lesquels je suis fier. À ce moment-là, ceux-là, il faut les développer. Ça veut dire il faut les. Il y en a qui pensent que c'est de la gahava, ça veut dire de l'arrogance, mais pas du tout. De se dire, ah ça j'ai super bien fait. Pas du tout. C'est pas ça. Ça c'est de l'auto-encouragement. C'est indispensable pour se donner envie de faire plus. Et les trucs que j'ai moins bien fait, sur lesquels ça a moins bien marché sur 3, 4, 5 ans ou 6 mois, peu importe. Pas besoin de se faire, c'est l'inverse, pas besoin de se faire un t'es un nul, t'as raté ça. Il y en a beaucoup de nos jours. De nos jours, il y a une grosse mode d'aller voir le psychologue et de se faire suivre, comme dirait Gad. Ça vient beaucoup du fait que les gens ils ont une image détruite d'eux-mêmes, ils pensent qu'ils sont pas capables, ils pensent qu'ils sont nuls, ils rentrent dans une dépression où ils pensent qu'ils sont nuls, du coup ils font rien, du coup ils sont encore plus nuls et du coup ils ont une image de etc. Et c'est un cercle vicieux assez terrible. Donc sur les trucs qu'on a bien fait, au contraire, c'est là-dessus qu'il faut être mis au dead, ça veut dire s'encourager. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des bons amis qui nous poussent, ou une mère juive, ça aide beaucoup. Et sur les trucs qu'on a fait un peu moins glorieux, et ben à ce moment-là, il y a un grand passouk, un grand verset de Shlomo Ameler, Sheva Yipol Tzadik Vekam, que tout le monde fait des erreurs. C'est la vie. La question, elle n'est pas de savoir combien d'erreurs t'as fait, mais combien tu t'es relevé après l'erreur. Et donc j'ai fait une erreur, je fais 2, j'en ai fait 12, j'en ai fait 47, peu importe combien. Une fois qu'il y a rupture, et ben j'utilise, ça c'est le principe de la résilience pour ceux qui ont fait un petit peu de psycho,
j'utilise l'erreur pour comme un tremplin pour au contraire me motiver. D'ailleurs, c'est écrit quand quelqu'un il fait tchouva. Donc il fait tchouva, ça veut dire techniquement la traduction est un retour, il revient. Et ben tout ce qu'il a fait de négatif, ça se transforme en positif. Ça veut dire quoi? C'est un coup de baguette magique Abava Kedavra de Harry Potter. C'est quoi le truc? Non, ce que t'as fait de mal, ça fait de mal. Eh ben non. Et ça, je nous enseigne, non. Étant donné que ce que t'as fait de mal, ça aurait pu te pousser à faire encore plus mal, et que toi, quand même, t'as réussi à faire une rupture et à changer de voie, eh ben, t'as utilisé tout ce que t'as fait de mal pour en faire quelque chose de bien. Donc, c'est pas qu'il y a une magie, transformation, on change. Non, non, ce que t'as fait de mal, eh ben, tu l'as utilisé pour faire du bien, donc c'est du bien. Et donc, parce que tout ce que t'as fait de mal, ça aurait pu t'éloigner. Au contraire, ça t'a rapproché, donc. Sheva Ipol Tzadik Vekam. 7 fois un sage se tombe, Vekam, et il se relève. Donc, comment? Ah ouais, se relève. C'est du grand David, ça. Relève. Donc, l'idée maintenant, elle est de se poser la question, alors comment on fait pour... qu'est-ce qu'on peut faire pour que les décisions qu'on prend, une fois qu'on prend conscience que voilà, ça j'ai fait pas bien. Une fois qu'on a fait un petit peu son mini bilan de mi-parcours ou de tiers de parcours ou de etc., un dixième de parcours chacun selon son âge, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce bilan il soit un moteur et pas un frein? Alors, j'ai écrit quelques idées. Déjà, il faut savoir faut bien savoir être magdir, ça veut dire faut savoir bien comment on dit magdir en français, définir. Il faut savoir bien définir la place dans laquelle on se trouve. Quelle place on a. La place qu'on a, alors je sais pas si vous étiez déjà à un enterrement, j'imagine, ou alors vous étiez pas un enterrement, à je sais pas, une oraison funèbre de personnalités dans les médias qui sont morts. Les gens, ils étaient exceptionnels. Au moment de leur mort, tout le monde était exceptionnel. Ceux qui ont fait les pires vacheries, ils étaient incroyablement, ils étaient gentils, ils étaient généreux, ils étaient, etc. Bon, c'est normal. Au moment de la mort, on va pas commencer à l'accabler, le mec. Donc, tout le monde est exceptionnel. Mais bon, on sait très bien que à ce moment-là, on va sortir toutes les choses exceptionnelles qu'il a fait. Et tout le monde en a fait, j'espère. Pratiquement. Et on va sortir ça, et c'est bien, et c'est normal, et c'est ça qu'il faut faire, évidemment, à ce moment-là. Mais est-ce que c'est ça qui définit la place qu'on a quand je veux faire le bilan de moi-même? Alors, si je regarde juste les choses exceptionnelles que j'ai fait, j'aurai pas une image claire de qui je suis. Et si je regarde de la même manière toutes les choses mauvaises que j'ai faites, j'aurai aussi pas une image claire. Donc, comment j'ai une image? Donc, comment je fais pour avoir une image assez claire de ce que j'ai fait, de où je suis, pardon, pas de ce que j'ai fait. Où je suis. Ce que j'ai fait et où je suis, c'est pas exactement la même chose. Alors, il faut savoir que la place de l'être humain, de l'homme, au niveau rouhani, mais pas seulement, au niveau rouhani, ça veut dire au niveau spirituel, mais pas seulement, elle se situe là où se situent les habitudes de l'être humain. Qui je suis, c'est ce qui me définit, c'est les ergelim, ça veut dire les habitudes que j'ai acquises. C'est dans les habitudes qu'on voit où je suis. Qu'est-ce que je fais de manière habituelle? Ce que je fais de manière exceptionnelle, alors c'est très bien, mais ça me définit pas, parce que c'est exceptionnel, c'est ponctuel. Ce qui me définit, c'est mon yom-yom, c'est-à-dire mon quotidien. Qu'est-ce que je fais au quotidien? Si au quotidien, je suis un pourri, excusez-moi du terme, et que, il y a des gens comme ça. Mon Rav, il m'a raconté quand il était en Israël, il s'occupait des enfants un petit peu délinquants, qui tournaient mal, machin. Et il y en avait un des jeunes dont il s'occupait, son père, il était Roche, la tête de parrain de la mafia de... Purée, c'est enregistré. Parrain de la mafia, je crois, de Ashdod. Je sais plus de quelle ville. Vaut mieux pas que je le dise. Ouais, du coup, mon Rav, comme il s'occupait de ce gamin-là, il a eu une menace de mort. Ils ont non seulement menacé, mais ils ont essayé de le mettre à mort avec un accident de voiture. Ils l'ont raté. Après, il s'est exilé dans le nord du pays, en Israël. Il est pas sorti de là-bas pendant 8 ans. Donc, jusqu'à que change de parrain dans le milieu. Bref, il s'est occupé de
du gamin, et donc il savait des trucs qu'il fallait pas qu'il sache. Il savait qui allait mourir, comment, des trucs assez, on pense qu'en Israël, bon, malheureusement, il y a des mafias partout. Et il m'a raconté que, comment c'est arrivé ce truc-là, parce que, en fait, il a vu que ce monsieur-là, le parrain, le père de ce gamin dont il s'occupait, c'était un monsieur très gentil, hein, dans la communauté, il aidait les synagogues. Une fois, il l'a vu arrêter sa voiture et sortir lui-même pour aider un vieillard qui avait fait tomber son sachet d'orange. Et là où il a eu la menace de mort, c'est qu'il est allé voir le gars et il lui a dit, bêtement, il dit c'était une des plus grandes erreurs de ma vie. Il est allé voir et il dit, je vous demande gentiment, juste, je m'intéresse à l'être humain et donc j'ai vu que vous êtes quelqu'un de gentil, vous aidez telle synagogue, telle structure, vous aidez les gens dans la rue et tout. Mais d'un autre côté, vous savez qu'il y a des enfants qui appellent leur père au milieu de la nuit, ils ont plus de père à cause de vous, quoi. Donc je me pose la question, comment ça se fait, comment ça marche dans la tête de quelqu'un. Et le gars, il lui a répondu, il dit, si tu continues à chercher autour de moi, eh ben, tes enfants aussi, ils crieront papa, papa dans la nuit. Il a dit, ok, pardon, et il a pris direct direction du nord du pays en voiture, et sur la route, ils ont essayé de le tuer, ils ont raté, heureusement. Et, ouais, c'était sérieux. Il connaissait des trucs un peu trop, louches. Et donc, évidemment, ce monsieur-là, qui est un pourri, ce qu'il définit, c'est pas le fait qu'il a aidé telle synagogue ou qu'il a aidé ce vieillard à ça, etc. Évidemment, ce qu'il définit, c'est son quotidien. Son quotidien, c'est de vérifier que les affaires marchent bien, que toutes les choses sont en place, que tous les gens qui doivent avoir peur aient peur, etc. Alors, les Havdil, évidemment, on n'en est pas là. J'espère. S'il y a quelqu'un, il faut qu'il me prévienne ici. J'arrête de parler de ça. Non, il n'y a personne. Tu connais tout le monde ici. Donc, ce qui nous définit, c'est notre quotidien. Qu'est-ce qu'on arrive à faire, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire, quels sont nos challenges du moment. Alors, on avance, hein, mais on recule, mais ça bouge. Cette ligne-là, elle est pas fixe. Évidemment, elle est pas fixe. Mais c'est notre quotidien. Déjà, il faut savoir que ces habitudes-là qu'on est macné, qu'on est conné, qu'on acquiert, contrairement à ce que certains peuvent penser, il y a un principe connu dans la Torah qui s'appelle Mitzvat Anashim Melumada. Ça veut dire qu'il faut pas faire les mitzvot faut pas faire les commandements de manière automatique. Alors, c'est une contradiction avec ce que je dis. Il y a un principe général que Mitzvat Anashim Melumada, tu fais pas les choses de manière automatique. Si tu t'es habitué à faire Shabbat et que que tu fais Shabbat de manière comme un robot, bah si tu mets plus de sens dans tes actions, ça a plus du tout la même valeur. Bah, ça contredit un peu ce que je dis. Au contraire, moi je dis qu'il faut acquérir des habitudes. Donc on va essayer de comprendre quelles habitudes et comment ça se joue, quel niveau il faut pas agir comme un robot et à quel niveau il faut absolument agir comme un robot. Je vais expliquer ce que ça veut dire. C'est comme dans tous les problèmes faits, j'ai une contradiction, on va essayer de la résoudre. Je vais vous lire un verset que j'ai écrit de Tehillim, David Amelech a écrit donc dans Tehillim. Ça veut bien expliquer ça. Il a écrit donc c'est le Tehillim numéro 59. Rishavti drachai veshiva raglai aledotecha. Ça veut dire, la traduction littérale que j'ai prise sur le site, c'est j'ai médité mes voies et mes pas m'ont ramené vers tes statuts. En gros, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il nous dit là? Que David Ameller, roi David, important, monsieur important quand même, qui a Rishavti drachai. Ça veut dire il s'est défini un chemin. Il devait aller à tel endroit. Donc il a branché son Waze. Ça aussi, je sais pas, peut-être qu'il faut pas dire. Il a branché son Waze. Je vais aller là et Rishavti drachai veshiva raglai, etc. Mes pieds m'ont amené vers le lieu d'étude, Beth Midrash. Ça veut dire, il avait dans sa tête, moi je vais aller là-bas. Donc il se branche. Vous savez, quand on va quelque part, on se branche. Je vais à la maison. Tu te dis pas tout le temps, attention, la 5e à droite. Après, il va falloir. Non, tu te dis, je vais à la maison et après, de manière habituelle, tu y vas. D'ailleurs, quand on déménage, de manière habituelle, des fois, on se retrouve dans l'ancienne maison. Parce que on réfléchit pas forcément à ce qu'on faisait, et donc on s'est dit, tac, on a branché le programme maison, et il est pas encore update. Et donc, David Amelech, il dit ça. Moi, j'ai pensé à aller quelque part. Il devait faire un truc important, sûrement, s'il a décidé d'aller là-bas. Mais ses pieds l'ont amené de manière automatique vers le Beth Midrash. Clac, il s'est retrouvé là-bas. Et il dit ça comme un joueur, comme quelque chose de génial. Alors, a priori, on devrait dire, c'est les pieds, c'est de manière habituelle. Il faut y aller avec la tête, il faut y aller avec le cœur quand tu vas étudier.
C'est les pieds, c'est l'endroit le plus bas de l'être humain. Tu vas avec tes pieds. Et non. David Amelech, il dit que c'est important. Pourquoi? Il dit parce que ça suffit pas d'aller au Beth Midrash et ça suffit pas de se battre tous les jours pour y aller. Il faut que ça devienne automatique. Il faut que tu arrives à passer dans ta tête à un système d'autodiscipline dans lequel tu l'auras fait pas seulement en nombre tellement de fois, mais tu auras tellement acquis ça comme étant une partie de toi-même que de manière naturelle, sans y réfléchir, il arrive là-bas. Ça qui était génial. Il dit voilà, de manière naturelle, j'arrive là-bas. Ça veut dire que cette partie-là, c'est une partie de moi-même. D'aller au Beth Midrash pour aller étudier. Après, une fois que je suis là-bas, alors là, évidemment, il faut mettre la tête, il faut mettre le cœur, mais il a réussi à acquérir une habitude qui fait partie de lui-même. Maintenant, le challenge, il est ailleurs. Et maintenant, évidemment, dans cette habitude-là, il va falloir mettre du cœur et mettre de l'esprit. Évidemment. Mais il peut passer à un niveau supérieur. Si, je prends un exemple bête, mais si par exemple on se dit dans la vie il faut réussir, pour réussir dans la vie il faut se lever le matin et glander jusqu'à 1 heure au lit, ça va pas me faire réussir dans la vie. Donc il faut que je me lève. Donc je me bats avec moi-même, avec mon envie de dormir et je me lève. Ok, j'arrive. Le lendemain, je me bats, je me lève. Si 20 ans plus tard, je continue à me battre pour me lever, c'est que j'ai pas acquis ça comme une habitude. Alors, c'est bien de continuer à se battre. Mais à un moment, au bout de 20 ans, on se dit, bon, ça y est, il faut que je passe le challenge sur autre chose. Donc, il faut plus que je me batte. Ça veut dire, tout dépend comment je me suis battu. Si je me suis battu pour acquérir ça comme une habitude, et ben ça va devenir une habitude et à bout d'un moment, je vais plus me battre pour me lever le matin et je vais me mettre mon challenge autre part. Mais si toujours je me bats, et ben t'as pas vraiment avancé. C'est pas encore toi de te lever comme un lion le matin pour faire ce qu'il faut faire, quoi. Peu importe. Oh, tu souris. C'est le terme qu'il faut. Mon Rav, il m'a dit parce que il m'a dit comment tu éduques un enfant en éducation, comment tu éduques un enfant à se lever le matin. Il y a des gens qui veulent dire il faut se lever le matin pour aller à la prière. Il dit ça c'est absolument décourageant pour un enfant parce que d'un côté tu te dis la prière peut-être je suis pas obligé de la faire. Ah c'est Dieu qui a demandé, mais c'est toi qui dis qu'il faut écouter Dieu. Bon alors c'est un cercle vicieux, je fais ça pour m'embrouiller. Et du coup le gosse il développe une frustration au niveau de ce que Dieu il lui demande, quoi. Attends, s'il n'y avait pas Dieu, j'aurais pu dormir. Donc il lui a dit surtout pas comme ça que tu dois faire passer le message à ton fils. Tu lui dis tu te lèves, pourquoi? Parce que quelqu'un qui veut réussir dans la vie, il se lève, ça n'existe pas. Quelqu'un qui veut réussir dans la vie, peu importe s'il devait devenir médecin ou avocat ou bouc-conversant ou peu importe quoi, il se lève le matin. Ça n'existe pas quelqu'un qui réussit dans la vie sans se lever le matin, qui plonge jusqu'à je sais pas quelle heure et qui se prend pas en main dès le matin, ça n'existe pas. Il dit si tu veux vraiment qu'il se lève, c'est comme ça que tu dois passer le message, à tel point que chez lui, alors lui, son père lui a fait comme ça. Mon Rav, c'est Rav Yechiel Yakovson, j'en ai déjà parlé des dizaines de fois, c'est le même dont je parlais tout à l'heure. Et à tel point c'est devenu un ergel, une habitude, que le matin, dès qu'il faut se lever, il se lève. Pas de réflexion maintenant, encore 2 minutes. C'est encore... Attends, je vais me brancher mon portable, dans 4 minutes je me relève. En fait, ça fait que allonger le... Je me lève, dès qu'il faut se lever, je me lève. C'est devenu tellement normal chez lui. Son père, il lui a dit, à partir du moment où il a eu l'âge de se lever le matin, il lui a dit, demain, tu te lèves. Et quand il se dit tu te lèves, c'était à l'heure de Vatikim, ça veut dire à l'heure de la prière, à l'aube, 5 heures du mat. C'est pas 9h30. Et il lui a dit, et sinon? Il a dit quoi sinon? Il dit, et si je me lève pas? Il dit, il y a pas, je me lève pas. J'ai dit que tu te lèves. Il dit, mais si je me lève pas? En d'avoir casé, il y a pas, ça existe pas, tu te lèves pas, tu te lèves. Et il a commencé à le faire lever jusqu'à un moment, bon, sans rentrer dans l'éducation trop, à bout d'un moment, tu lui fais kiffer son action. Mais une fois que c'est déjà acquis, on va essayer de parler de ça. Et c'est devenu tellement une partie de lui-même que quand il a été, alors mon Rav, il a une vie particulière. Je dis, il a été menacé de mort, ils ont essayé de le mettre à mort, mais il a une vie extrêmement particulière. Quand il raconte toutes les histoires de sa vie, on a l'impression qu'il a 350 ans. Comment il a rentré ça dans... Et il était dans la première guerre du Liban, à l'armée, et il a été touché gravement, pas de soi caché,
Donc il a des arrangements à l'armée quand il donne des conférences en psychologie. Et des psychologues de l'armée, il aide les Khayalim là-bas à surmonter les peurs, etc. Et donc hein, il a des arrangements parce qu'il est blessé de guerre grave. Donc quand il est arrivé devant le médecin, c'est lui qui raconte. Il est arrivé devant le médecin, il a dit le médecin il me regardait comme on regarde un morceau de viande. Il regarde le truc. Il a dit j'ai essayé de lui demander qu'est-ce qui m'arrive. S'il y avait un obus qui était tombé, il savait pas ce qu'il avait. Il se réveille, il voit un médecin comme ça. Il n'arrivait pas à parler. Il dit il n'a pas réussi à aligner deux mots. Et le médecin qui avait il appelle ça un kosher idout, une force de motivation et d'encouragement hors du commun, il lui a dit peut-être un jour tu pourras te déplacer en fauteuil roulant électrique. Fauteuil roulant électrique, ça veut dire que tu sais bouger un doigt. Il a dit peut-être un jour avec beaucoup de comment ça s'appelle de rééducation, tu vas pouvoir bouger un doigt. Et il est évidemment lendemain matin, tu vois pas, il se lève de son lit. C'est l'heure de se lever, il se lève, clac. Il dit c'était le moment dans sa vie où il a vraiment ressenti qu'on peut ressentir deux sentiments contraires en même temps. D'un côté, il a une douleur qui lui a traversé de bas en haut parce que c'était impossible pour lui de se lever. Et il avait des broches de partout et tout. Il a ressenti une douleur physique. Il dit indescriptible. Et en même temps, une joie qu'on peut pas décrire parce qu'il s'est rendu compte qu'il est sur ses jambes. Il se rappelle que la veille, on lui a dit que il pourra pas marcher. Il voit qu'il est sur ses jambes. Et immédiatement, il tombe, clac. Il se rend compte, mais il peut pas tenir. Et donc, il tombe par terre et après, avec beaucoup de rééducation, maintenant, il a une vie compliquée parce que il peut pas dormir allongé, il est obligé de dormir assis, parce que sinon son dos, il se bloque, il peut plus se lever. Il peut pas dormir plus de 5 heures, plus de 3 heures d'affilée, sinon ça se bloque. Il a une vie compliquée, il a une voiture arrangée pour lui, etc. Mais, techniquement, il marche, il se déplace, il est indépendant, un truc que les médecins, ils ont dit c'était pas possible. Et, il raconte, c'est un petit peu gênant parce que quand il se déplace avec sa femme pour faire les courses, il peut pas porter. Et il fait à peu près 2 mètres 10. Il est très grand, très fort. Et c'est sa femme qui est là en train de porter. Il dit c'est à chaque fois l'archouma, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et ça, il dit c'est tout simplement parce que se lever le matin, c'est pas pour ça qu'il a réussi à remarcher. C'est parce qu'il avait une force. Après, il n'arrivait pas à se lever. Après, une fois, ils lui ont dit qu'il n'y a pas eu de séquelles et tout, parce qu'en fait, ils auraient dû l'attacher, ils l'avaient pas attaché, c'était une faute professionnelle. Ils ont fait tous les examens. Mais après, quand il s'est retrouvé devant le kiné pour faire la rééducation, il lui a dit c'est quoi le maximum auquel on peut arriver en un an. Il lui a dit moi je veux le double. Il lui a dit mais c'est pas possible, hein. Le corps il tiendra pas, tu vas voir. Et bon, il a une force de caractère qui est assez exceptionnelle et donc c'est pour ça qu'il a réussi à remarcher, etc. Évidemment que le lendemain il se relevait pas comme ça, mais c'était juste, lui il me racontait ça pour me dire voilà, c'était tellement naturel pour lui de se lever sans se poser de questions. Tac, il s'est levé. Après il s'est rendu compte que c'était pas possible, quoi. C'est pour ça qu'il est tombé. Mais l'idée, elle est d'arriver à ce niveau-là. Alors, on ne souhaite pas d'avoir à tester qu'on y est arrivé, et évidemment pas sur ça, parce que ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais dans les trucs dans lesquels on a envie d'avancer dans la vie, l'idée, elle est pas de se battre toute la vie sur ça, quoi. Et de se battre là-dessus, d'acquérir ça comme une habitude, que ce soit un régel. C'est marrant parce qu'en hébreu, le mot ergel, l'habitude, c'est le même mot que régel, le pied. Pourquoi? Parce que le pied, c'est le membre qui est le plus loin du cerveau et qui, de manière automatique, il est fait pour fonctionner de manière habituelle. C'est tac, 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 tac pour marcher. Parce que quand on joue au foot, c'est un peu différent. Pour marcher. Mais a priori, les jambes, c'est surtout pour marcher. Et quand tu marches, tu n'as pas besoin de réfléchir. Attention, pied droit. Attention, à part les blondes peut-être. Pied droit, pied gauche. Et si tu lui dis pas, non, c'est une blague. Et donc tu réfléchis pas quand tu marches. Tu dis pied droit, pied gauche, tu réfléchis pas. Tu marches. C'est le pied, le régel. Le pied, c'est le ergel, c'est le fait d'être habitué à quelque chose. C'est le truc qui marche sans pas besoin du cerveau. C'est pas dirigé par le cerveau, c'est automatique. Et donc il faut essayer dans les trucs qu'on s'impose pour pouvoir s'imposer autre chose après, et que la fois on fera le bilan quand je reviens dans 4 ans. Eh ben on se dit voilà, ça c'est bon, c'est acquis, on passe à autre chose tous les 4 ans.
Tous les 4 ans, je m'engage maintenant, Blin et d'air, Ouais, carrément. à venir. Au moins, au moins. Pareil, au moins. Tous les 4 mois. Alors l'idée, elle est maintenant, comment on fait ça? Tout ça, c'est bien beau. Comprendre maintenant, Tachles. Techniquement, qu'est-ce qu'on peut faire pour acquérir des habitudes, pour être connaît ergelim en hébreu, pour que les choses que je m'impose, les choses que j'ai envie de faire, eh ben je les passe et que je puisse passer à autre chose parce que ça y est, maintenant c'est devenu de l'acquis. Alors j'ai mis souligné quelques points. Vous allez me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord. Ça me semble être les points les plus bon, pas beaucoup de temps, les plus emblématique de l'autodiscipline. Évidemment, c'est de l'autodiscipline. Hein. Tout ça, c'est pour acquérir les habitudes, c'est réussir à s'autodiscipliner. Alors, c'est quoi s'autodiscipliner? Déjà, c'est quoi la discipline? Avant de parler de l'autodiscipline, c'est quoi la discipline? Il y a beaucoup de gens qui pensent que la discipline, peut-être les profs aussi, pensent que la discipline, c'est un rapport de force et que on peut imposer quelque chose à quelqu'un parce qu'on est plus dans l'éducation, quand on a de la discipline pour imposer aux enfants quelque chose. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est quoi? Ben, je suis plus grand, je suis plus fort, je peux te punir sinon, je peux te récompenser si tu fais, etc. Donc c'est moi qui décide, donc tu obéis. Alors ça c'est pas du tout de la discipline, ça s'appelle la hafala en hébreu. On arrive à faire quelque chose avec soit des moyens je donne un salaire, je donne une récompense, un truc. Pour les enfants, ça s'appelle une récompense, mais en fait, c'est un salaire. On le paye. À partir du moment où le salaire, il est plus conséquent, ben, le gosse, il arrête de faire. Tu lui donnes 1 euro pour faire ça. Une fois qu'il se rend compte que c'est la crise, qu'il faut plus, avec 1 euro, on achète moins de choses, il va dire, bon, maintenant, je veux 2 euros. Donc, c'est les 2 euros ou les 1 euro qui lui font faire. C'est pas la discipline. Ça, c'est pas de la discipline. La discipline, c'est d'avoir une samchout. Ça veut dire d'avoir comment on dit une samchout en français? Un référent. Et j'écoute pourquoi? Pas parce qu'il est plus fort que moi. Pas parce que il me punit si je le fais pas. Pas parce qu'il me récompense si je le fais. Je l'écoute parce que je l'écoute. Parce que c'est le référent et c'est ça qu'il faut faire. Par exemple, prendre un exemple, ici, peut-être un peu moins à Marseille, mais je sais pas si vous avez un policier qui vous garez mal, par exemple. Il est en civil. Il va pas vous mettre de PV. Il va pas vous punir. Il vient vous voir et vous dit, attendez, tu te gares pas là, tu te déplaces. Vous n'allez pas vous dire, est-ce que il va me punir si je mets, est-ce qu'il va me mettre PV? Il va dire, je vais pas te mettre de PV, mais tu dégages. On va dégager. Non, à part peut-être celui qui est le parrain ici, mais à part lui. Pourquoi? Parce que dans notre éducation en France, la Samchout, c'est la police, c'est l'État, et c'est bien, hein. Mais pas parce qu'il va nous punir. Parce qu'on a appris à ce que c'est le référent. L'autodiscipline, c'est quoi? C'est que le référent, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que ce que je m'impose, je le tiens. Pas, encore une fois, pas parce que je vais me punir sinon, ou je vais me dire, ah, t'es un nul, t'es un pourri, tu l'as pas fait. Juste parce que je me suis imposé. Et que une fois que j'ai décidé quelque chose, clac. C'est fini. C'est décidé, c'est point à la ligne. Alors, arriver à ça, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ça? Il faut faire plein de choses. Première chose très importante pour arriver à ça, c'est de faire en sorte que notre parole, elle ait du poids vis-à-vis de nous-mêmes. Pour les enfants, c'est la discipline, c'est de faire en sorte que notre parole, elle ait du poids pour les enfants. L'autodiscipline, c'est de faire en sorte que ma parole, quand je m'impose quelque chose, eh ben, je le tiens. Pourquoi? Parce que j'ai décidé. Et que c'est important d'avoir une référence, une autorité au-dessus de moi, qui est moi-même, ma décision. C'est-à-dire que mon cerveau va gérer mon futur et pas mes pulsions du moment. Parce que j'ai décidé, on va prendre un exemple, arrêter de fumer. Exprès des exemples qui touchent pas la religion. Pas croire que c'est lié à la religion ce problème. Quelqu'un qui a une grande autodiscipline, c'est pas très compliqué pour lui d'arrêter de fumer. Je connais quelqu'un, il m'a dit c'est hyper simple d'arrêter de fumer. Rien que cette année, j'ai arrêté 6 fois. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Donc,
l'idée, elle est que au moment où je décide d'arrêter de fumer, ben, j'arrête de fumer. Il y en a qui arrêtent de fumer demain. Chaque jour, c'est demain, j'arrête de fumer. Là, c'était la dernière. Mais alors, mais c'est vrai pour arrêter de fumer, mais c'est vrai pour tout. C'est vrai pour les filles qui veulent faire un régime. C'est vrai pour les garçons qui veulent aller à la salle de sport. Ils ont pris l'abonnement pendant 5 ans, mais ils y sont jamais allés. Non, une fois que j'ai décidé, j'ai décidé. Alors, comment on arrive à une situation? Ouais, c'est vrai, ça y est, tu y vas. Comment on arrive à une situation où ma parole, elle a du poids vis-à-vis de moi-même? Le point le plus important, c'est de jamais trahir ma parole. Ça veut dire quoi? Si je m'impose des choses à tort et à travers, sur lesquelles je suis pas capable de respecter, ben forcément ma parole, elle prend moins de poids vis-à-vis de moi-même. Ça veut dire que si j'arrête de fumer 6 fois par an, eh ben vraiment arrêter de fumer, ça va être beaucoup plus dur. Parce que ce que je décide n'est pas un poids vis-à-vis de moi, puisque bon, j'ai arrêté, mais j'ai repris. Donc là aussi, je prends sur moi, mais je sais que peut-être je vais reprendre. Et donc, quelqu'un qui a fait 10 fois des régimes, et à chaque fois craqué, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué la 11e fois, parce que justement, ma parole, elle est descendue dans mon estime, elle prend moins de poids. Et donc, il faut regagner confiance dans sa parole. Comment on fait pour déjà pas perdre et regagner confiance? Il faut que les décisions que je prenne, elles soient adéquates. Il faut pas que je prenne des décisions à tort et à travers. Il faut que je prenne une décision adéquate. Il faut essayer de se connaître, savoir de quoi je suis capable. Alors, je fume 20 clopes par jour. Ok, je passe à 19. 19, c'est pas compliqué. Ah, 19, c'est possible. Mais une fois que j'ai décidé, j'ai décidé. Il n'y a pas ah mais aujourd'hui c'est pas très grave parce que aujourd'hui j'avais décidé tous les jours, mais pas quand je suis avec des copains et que la 19e je l'ai fumé à 18h et là il est 22h. Parce que dès que je me trouve des portes de sortie comme ça, comme dirait Jamel, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Après je fume 2 paquets. Non, 19 c'est 19. Quitte même à quand je suis à 18 à 22h, je m'en grille une deuxième tranquille, encore une 19e pour être sûr que je suis à 19. Mais que ma parole, elle est du poids vis-à-vis de moi. Et donc, je dois m'imposer les choses réalisables. Quelqu'un qui a essayé d'arrêter de fumer 11 fois, comme dirait Gad, non, il faut faire une autre manière pour arrêter de fumer, puisque 11 fois, ça va pas marcher. Donc, il faut se décider de... Alors, ça, c'est une des techniques de faire les choses Behadraga, ça veut dire par petites étapes. Il y en a d'autres. Mais ça, c'est hyper important de se fier à soi-même. J'ai pris la décision que j'arrête de fumer. Alors, ok, comment j'arrête de fumer? Je prends cet exemple. Ok, je vais me laisser 6 mois. Et donc, sur 6 mois, voilà, première semaine, je passe à 19 copes. Deuxième semaine, je me fais un programme, tout simplement. Et une fois que j'ai arrêté de fumer, fini. Mais des fois, je peux établir le programme sur plus longtemps, parce que je pense que je suis pas capable. Mais ça, c'est chacun. Ça, on peut pas donner de clé là-dessus. Chacun, en fonction de comment il se fait, il y en a qui arrivent à arrêter de fumer du jour au lendemain. Force de volonté, ou ils se sont mariés et leur femme elle est enceinte, ou peu importe, chacun ses histoires, bah ça aide à prendre la décision. Mais chacun, je peux pas donner de clé universelle. C'est chacun en fonction de son vécu, de son histoire, de ses capacités. J'ai envie de réussir à me lever le matin, alors je vais faire ça aussi à partir de maintenant que le lundi comme un malade, après, etc. C'est adaptable dans tout, mais c'est pas c'est adaptable quoi. Il faut adapter en fonction de chacun son vécu et son histoire et ses capacités surtout. On n'a pas tous les mêmes capacités. On a très souvent tendance à comparer les êtres humains et les capacités des uns par rapport aux autres. Ah mais lui il a arrêté de fumer du jour au lendemain, donc je devrais pouvoir. Ben non, aucun rapport. Lui peut-être qu'il peut, et peut-être que moi je peux pas. Pourquoi? Parce que lui il est différent de moi et que on est tous habitués au biberon depuis tout petit. À cause des profs et un peu des parents. Je sais pas si vous l'avez eu, le parent qui dit ah mais ton cousin lui il a eu une meilleure note. Ah mais attends, là c'est un truc terrible dans les classes de nos jours. Je prends le bulletin de ma fille, enfin de mes enfants, et on voit la note, et on voit meilleure note, on voit moins bonne note et moyenne de la classe. Le truc horrible. C'est-à-dire un gosse il voit il a eu 12, moins bonne note 12. Non mais c'est déprimant. Ça se trouve 12 pour lui c'est très bien parce que peut-être que lui, il est capable que d'avoir 10 et il a fait un effort de malade et il a réussi à avoir 12. Et le fait de comparer des êtres humains qui sont pas pareils puisque c'est des êtres humains et donc que personne n'est pareil, et c'est anti-Torah et c'est aussi anti-pédagogique parce que Akadosh Baruch Hu aussi Hachem, il nous demande pas à tous d'être pareils.
Il nous demande à tous d'évoluer et chacun en fonction de ses capacités. Donc déjà de comparer, c'est un système biaisé, c'est un système faux, c'est anti-Torah, anti-pédagogique et anti-résultat, quoi. C'est pas. Et donc, alors voilà, très bonne question. Exactement, Razak. Non, ça veut dire que non. Alors voilà, cette référence, ça doit être toi-même dans le temps. Si tu as besoin d'évoluer, tu te compares à toi-même dans le temps. Il faut être meilleur que la semaine dernière et il faut être moins bon que la semaine prochaine. Mais tu peux pas décider, il faut que je sois comme lui. Ça veut rien dire. Ça se trouve, tu peux pas atteindre son niveau parce que tout simplement, il est différent. Il a d'autres capacités intellectuelles, il a d'autres capacités émotionnelles, il a une autre enfance, il a des parents qui le soutiennent et moi non, ou l'inverse. Il a une maman juive qui le et l'autre non, etc. On peut pas savoir. Et on a un métabolisme différent, on a un psyché différent, tout est différent. C'est débile mental d'essayer de comparer par rapport à l'autre. Soit juste me comparer par rapport à moi-même. Il y a 2 mois, j'étais comment? J'étais déjà comme ça? Est-ce que je suis mieux qu'il y a 2 mois? Ouais, alors j'ai évolué, donc c'est bien. Ah, mais l'autre, il a plus évolué. Aucun rapport, l'autre, c'est quelqu'un d'autre. C'est comme dans le... J'ai entendu une fois de quelqu'un un machal, une parabole pour expliquer ça. C'est un cours un peu saoulant ce soir parce que j'ai pas raconté plein d'histoires. Normalement, un bon cours, c'est un cours où on raconte plein d'histoires. Non, j'ai pas d'histoire. Je parle plus avec ce que j'ai dans les tripes là. Une parabole tout de même, quand même, pour détendre. 2 gars qui sont engagés pour laver le supermarché, pour préparer pour les clients le lendemain matin. Tous les 2 au SMIC. Okay. Et il y en a un qui reçoit la super machine de malade pour nettoyer. Donc il est dans son bolide, ça nettoie truc. Il fait, je sais pas, du 100 mètres carrés à l'heure avec. Et l'autre, il reçoit l'ancien modèle, il fait que du 50 mètres carrés à l'heure. Et donc l'autre, il est là, il fait... Tu vois combien j'ai nettoyé, moi? Vous savez combien j'ai nettoyé? Il dit, Habibi, à la fin du mois, on a le même salaire. Parce qu'on a travaillé autant. Toi, t'as eu une meilleure machine, c'est tout. Qu'est-ce que tu te la pètes de la machine que t'as eue? C'est la machine que t'as eue, elle est meilleure. Donc tu dois faire plus. Si toi, t'avais fait 50 mètres carrés à l'heure comme moi, là, tu te serais pris un problème. T'aurais eu un problème avec les patrons. Parce que t'as une machine pour faire du 100. Donc c'est normal que tu fasses 100 et moi, c'est normal que j'ai fait moins. C'est un peu ça vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, on a tous des machines différentes. Et on a tous des capacités d'avancement différents. Et comment Hachem il nous juge, c'est en fonction de notre machine à nous, qu'est-ce qu'on en a fait. Pas en fonction de celle de quelqu'un d'autre. Celle de quelqu'un d'autre, c'est celle de quelqu'un d'autre. Lui, il doit faire son boulot, toi, tu dois faire ton boulot, chacun a un boulot différent, et chacun a une machine avec des outils différents. L'idée, elle est de développer au maximum les outils qu'on a, mais on s'écarte du sujet. On va conclure là-dessus. Ouais. Donc, j'ai dit déjà de réussir à s'imposer les choses, c'est de réussir à faire en sorte que sa parole, elle ait du poids vis-à-vis de soi-même. Je lis une Mishnah dans Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est le premier texte c'est Maxime Despères, c'est le premier texte de la loi orale. Ok, dans les Mishnah de Pirkei Avot, Shammai Omer, donc Shammai, vous avez entendu parler de l'expression se chamailler, ça vient de là. C'est de Shammai qui se chamaillait justement avec Hillel, c'est les 2 sages de la Mishnah. Donc, Shammai Omer, Ose Toratra Keva, et Mor Mead Vease Arbe. Voilà, c'est mis ensemble. Vave Mekabel Kalam Besever Panim Yafod, bon, c'est un autre sujet. Il dit, fais de ta Torah Keva, quelque chose de fixe. Et après, il dit quoi? Et Mor Meat Vease Arbe. Parle peu et agis beaucoup. Commence pas à faire des grandes phrases de parler, je vais arrêter de fumer à partir de demain. Fais plus que ce que tu dis. Ne parle pas plus que ce que tu fais, parce que si tu parles plus que ce que tu fais, eh ben ta parole elle va avoir moins de poids à tes yeux et tu vas pas avoir d'autorité, d'autodiscipline vis-à-vis de toi-même sur lequel tu vas pouvoir te soumettre à ce que tu décides. Donc Emor Mead Vease Arbe. Non, arrête de parler trop. Fais beaucoup, arrête de parler. Et parallèlement à ça, il dit assez Torah Trakeva, fais de ta Torah quelque chose de kavua. Il y a écrit que on nous demande au moment où on arrive à la fin du CDD chez le bon Dieu, on nous demande est-ce que tu t'es fixé des temps d'études? Fixé. On te demande pas combien t'as étudié. On te demande ce que t'as étudié, est-ce que tu l'as étudié de manière fixe? T'as étudié que 1 heure par semaine? C'est déjà pas mal. Le mercredi soir,
Chavruta, clac, c'est le mercredi soir, mais c'est tous les mercredis soirs. Clac, clac, clac. Il y a un Rav, je me rappelle plus son nom. On a retrouvé après son enterrement, après sa ptira, qu'il avait un carnet et il avait des temps d'études. Bon, lui, c'était tout, les temps d'études. Mais il y avait certains temps qui s'appelaient les temps kavua. Et une fois, il avait dû rater parce qu'il y avait un mariage. Donc, il avait un carnet, il notait 2 heures à rattraper. De ces temps-là qui sont fixes. Parce que les temps fixes, on peut pas bouger, c'est ma parole. Et il faut que ma parole ait du poids. Donc, j'ai décidé, tous les mercredis soirs, j'étudie 1 heure. Tous les mercredis soirs, alors il y en a une, ça a sauté parce que c'était obligatoire, alors je la rattrape. Pour que ma parole, elle ait du poids. Tac, tac, tac. Je crois que c'était Raph Reikin. Quoi? C'est un haut niveau. Oui, mais c'est pas un haut niveau. Je peux fixer 1 minute par semaine la pensée du jour au feu rouge 1 fois par semaine. C'est pas énorme. Tu fixes 1 minute, c'est pas beaucoup. Après, on avance 2 minutes, après 3 minutes, après. Mais ce que j'ai fixé, il faut que ce soit fixe. Il faut que ce soit fixe. C'est pas ce que je pourrais cette semaine. Non, parce que ce que je pourrais cette semaine, même si j'étudie plus, le but il est pas d'étudier plus. Le but, il est que ce soit fixe. Mais dans tout ce que je fais, le but, il est pas d'arrêter d'un coup 5 clopes. Mais si j'essaie une, c'est une. J'ai une de moins maintenant. J'ai pas décidé d'aller maintenant 5 fois par semaine à la salle de sport. J'ai essayé 1 heure par semaine, alors, mais j'y vais. Mais dans tout, c'est comme ça. Ce que j'ai décidé, il faut que ce soit fixe. Pour que ma parole, elle ait du poids. C'est le premier point. Deuxième point. Des fois, j'arrive même pas à me relire. Ouais. L'autre point important pour que notre parole elle garde du poids vis-à-vis de nous-mêmes, c'est au moment où on craque. Dans certains cas, on se plante. Et dans les cas où on se plante, quelle attitude on a vis-à-vis du plantage? Est-ce que c'est une attitude de sebik, ou comme disent nos frères les Ashkenazim, sebik, ou une attitude de Shevaipol Vekam, Shevaipol Tzadik Vekam, comme on a dit au début. C'est-à-dire que est-ce que j'utilise ça? Quelle attitude j'ai vis-à-vis de l'échec? Est-ce que j'utilise ça comme un tremplin? Il y a une histoire assez terrible d'une jeune fille. Je suis désolé. Je vous la raconte après en off. Je peux pas la raconter filmée. Désolé. Quoi? Après. Non, mais c'est le son, le problème. C'est pas le, voilà. Ouais. Je termine avec une petite histoire quand même, pour le kiff, de ce que c'est la discipline. Mon Rav, il était, déjà quand il était très jeune, avant d'être, terminé sur une histoire, c'est génial. Avant d'être tout ce qu'il a créé, il était, avant de se marier, directeur d'une maison de redressement en Israël. Rappelez-moi après de vous raconter quand même l'autre histoire, parce qu'elle est sympathique, elle est juste pas enregistrable. Il était directeur d'une maison de redressement en Israël, et jeune directeur, il était vraiment très jeune, et il a pris la direction. C'est quoi une maison de redressement? C'est des jeunes qui avaient pas l'âge d'aller en prison, mais qui avaient déjà les raisons d'aller en prison. C'est des gens qui avaient violé, tué, volé, etc. Mais bon, comme ils n'avaient pas encore l'âge légal pour aller en prison, ils allaient dans son institut, une maison de redressement. Donc lui, il dirigeait ça. Lorsqu'il a pris la direction, il est allé voir l'ancien directeur, qui est parti en retraite avancée parce qu'il a été jeté du 2e étage par les pensionnaires. Il s'est cassé les 2 jambes. Il dit, Dafka, il était content parce qu'il avait une retraite anticipée avec des compensations financières. Donc il va le voir pour prendre la direction. Passage de pouvoir, il lui explique un peu. Alors il lui dit, il est dans le lit d'hôpital, il lui dit, tu sais quoi, toi tu te la joues un peu directeur, tout ça, il faut que tu te la joues, mais le vrai directeur c'est un tel. Comme dans les prisons, la vraie personne qui décide c'est qui? C'est le plus violent le plus cruel et le plus violent de la prison, celui envers lequel tout le monde se soumet. Encore une fois, c'est pas de la soumission d'autorité, c'est parce qu'il fait peur. Une fois qu'il est plus là, il l'écoute plus. Une fois qu'il fait plus peur, ou le rapport de force inverse, il écoute pas. C'est pas de la vraie autorité. C'est celui qui décide bâcher-tard sur le terrain, parce que c'est lui qui est le plus fort et le plus violent. Donc il lui dit, tu te la joues un peu directeur et tout, mais si t'as envie d'imposer quelque chose, tu vas le voir, t'essayes de t'arranger avec lui pour qu'on l'impose, et tu peux imposer. Alors l'autre, il lui dit, mon Rav, il lui dit, mais les petits jeunes, il lui dit, Zélochinuchi, il dit, c'est pas pédagogique de faire comme ça. L'autre, il s'éclate de rire, il dit, quelle pédagogique, ils m'ont balancé du 2e étage, et encore, tu vois, je suis situation cool pour moi. Fais attention à toi.
Il dit non, moi je suis pas prêt à faire ça. Soit je le fais bien, soit je le fais pas. Et pour le faire comme ça vaut pas le coup. Donc il est allé voir son Rav, il lui a dit, après je vous dis ce qu'il lui a dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé donc il a réuni tout le monde, il s'est présenté. Donc il leur a dit, vous savez, c'est dans l'ordre des choses de se présenter. Il dit, moi je suis un entraîneur de vie, parce que je suis celui qui fait le plus d'erreurs en éducation qui existe. Je vous prépare à la vie, vous allez voir, il y a plein d'injustices sur Terre, il y a plein de choses. Si vous passez chez moi en bonne santé, c'est que vous serez préparé à la vie. Mais par contre, moi, j'avoue quand je fais une erreur, donc si je fais une erreur, vous me le dites, truc correct, comme ça, il se présente. Il dit par contre, il a repéré le gars sur lequel on parle, il s'est renseigné sur lui, c'est le gars, il adore, c'est le gars dans l'hôpital, en fait, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, une fois, on a essayé de le discipliner et de lui imposer quelque chose. C'était quoi? Il adore la piscine. J'ai oublié de raconter ça. Il adore la piscine. Donc une fois on a dit, si tu fais pas ça, t'es puni de piscine. Évidemment, il n'a pas attendu que l'ordre soit terminé pour qu'il aille transgresser l'ordre. Il a dit, moi je vais pas à la piscine, toi tu vas pas à la piscine. Donc ils ont décidé, non, on lui a imposé ça, il a pas respecté, il va pas à la piscine. On l'a tenu à 4. Il y avait le tender, quoi, comment ça s'appelle, hein, le minibus pour amener les jeunes à la piscine, avec surveillance et tout. Et il dit, on était 4 madrichim à le tenir. Et vous savez, quand quelqu'un il se débat, il décuple ses forces. À peine le minibus a commencé à démarrer, on l'a relâché. Il a dit, il a couru à une vitesse comme un sportif de haut niveau. Il a réussi à attraper, vous savez, en Israël, derrière les minibus, il y a une échelle. Il a attrapé l'échelle, il a fait 15 km comme ça sur l'échelle. Il est arrivé à la piscine, il est rentré à la piscine, il a interdit à l'encadrant qui était là-bas de rentrer. Je m'attendais à me dire, c'est toi qui rentres pas à la piscine. Il dit, donc tu vois, ça c'est ce que le directeur raconte à mon Rav. Donc tu vois, c'est peine perdue, on a essayé, on a tout essayé, ça marche pas. Donc quand il se présente, il dit, par contre, donc il a après, il dit, voilà, je m'appelle Malin. Par contre, il y a un point sur lequel je suis intransigeant, et sur lequel je vais vous imposer ça tout de suite. Et s'il y en a un qui ose essayer de transgresser, il en payera le prix. Donc là, tout le monde regarde le gars qui... Et lui, il est déjà là, rien qu'il me dise quoi pour que je lui montre qui c'est qui décide ici. Il dit, vous savez que je pense que la piscine, c'est très bon pour la santé. C'est bon de faire du sport. Vous allez tous monter maintenant immédiatement dans votre chambre, préparer vos affaires de piscine, et vous allez tous aller à la piscine. Et s'il y en a un qui ose essayer de rester ici, il verra, il en payera le prix. C'est obligatoire, et il y a personne, quelqu'un veut rester, faire des devoirs, des trucs, interdit. Tout le monde part à la piscine. Là, il sait plus quoi faire, le gars. D'un côté, évidemment, il veut aller à la piscine, mais d'un côté, il veut montrer que on lui impose rien. On lui donne un ordre, donc il va faire exactement le contraire. Mais là, faire le contraire, ça l'embête, parce qu'il a envie d'aller à la piscine. Donc il est bébaya, il sait pas quoi faire. Il est un petit peu embêté. Il réfléchit. Donc il prend ses affaires, il descend, il est devant le bus, il hésite. Et donc mon Rav, il prend le micro, il a pris un mégaphone, il dit, rappelez-vous, tout le monde est obligé de monter à la piscine, de monter dans le bus pour aller à la piscine. Personne n'a le droit de rester ici, quoi qu'il arrive. Il est là, il hésite, il sait pas. Et d'un coup, il crie, il dit à Niol, je vais le faire en version sous-titrée. Je monte parce que j'ai envie, pas parce que tu m'as imposé. Alors il crie dans le mégaphone, il dit, écoutez ce qui a été dit là, incroyable, j'arrive, je prends la direction, on m'a dit avec lui t'as aucune chance. Premier jour, non seulement il fait ce que je lui demande, et il dit qu'il a envie de faire ça en plus. Regardez où il est, à quel niveau il est arrivé. Il dit, t'as pas compris, j'ai dit que je le faisais parce que je voulais, pas parce que tu as imposé. Il dit, t'as le droit de vouloir ce que je t'impose. Avec grand plaisir. Au contraire, c'est très bien. Que vous vouliez tous ce que j'impose, c'est le mieux. Et tous les jeunes dans le truc, ils lui ont dit, bah, laisse tomber, monte. Ils ont pas compris pourquoi ils avaient 2 fois plus de piscines qu'avant. C'était pour revenir là-dessus tout le temps. Et pour bien casser le processus dans lequel on donne un ordre, il fait exactement le contraire. Pour commencer à faire un ordre sur lequel. Et donc, il est passé à un niveau supérieur après. Après, il a passé, donc là, ça a l'air un peu débile parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il dit, et si j'y vais pas, il lui a dit, si tu vas pas, je sais que t'aimes bien la piscine, mais en tant que punition, tu restes ici. Donc il était en vrai problème. Et donc il s'est dit, au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, on peut passer à un nouveau shlav, nouvelle étape. On lui pose un truc qu'il a envie, certes, mais sans le pendant, la punition de...
Au bout de 2-3 semaines, avant, tu lui parlais, il dit, qu'est-ce que tu me parles? Qu'est-ce que tu me veux? Alors, au bout de quelques semaines, il lui prend le truc qu'il aime bien manger. Il a vu, c'est le dessert qu'il aime bien. Il lui en amène 2, il dit, tu manges ça. Il lui dit, oui, c'est bon. Ah oui, bah, très bien, alors mange, c'est ce que je t'ai dit. Et il le mange. Ah, au tout début, toi, tu me dis quoi faire? Ah. Et petit à petit, il a réussi à re-rentrer dans l'esprit de, petit à petit, qu'il y a une autorité, on l'écoute. Au bout d'un moment, il passait à des ordres un peu plus compliqués, genre, passe-moi le sel. Là, il a aucun intérêt. Sans s'en rendre compte, le gars, il prend, il donne. Parce que petit à petit, tu l'as habitué à ce que tu rentres dans un processus de... Alors ça, c'est très, très exagéré. Parce que j'espère qu'on n'est pas comme ça avec nous-mêmes. Et encore. Mais l'idée, elle est de... C'est ce que le Rav lui a dit. Quand il allait voir son Rav, il lui a dit, comment je fais avec un gars comme ça? Il lui dit, je comprends pas. T'as Tril Milmata. Commence en bas. Tous les gens, ils pensent que... Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire les autres? Le truc qu'il aime le plus, lui imposer ça pour casser le... C'est l'inverse. Commence par le plus bas. Il lui dit, commence par en bas. Quand t'as un enfant, il sait pas bien étudier, je sais pas, il sait pas faire la factorisation des fonctions. Tu lui dis pas, bon alors tu sais ce qu'on va faire, on va commencer par faire les dérivés, comme ça tu... Non. Si c'est pas faire la factorisation, tu descends déjà aux multiplications, tu fais plus bas, tu imposes un truc plus facile, et petit à petit tu montes. Dans ce qu'on s'impose à soi-même, c'est exactement pareil. On commence plus petit. Donc si ça on n'arrive pas à faire, ça sert à rien. On dit, ah, j'avais pas réussi, alors je vais m'imposer encore plus. Non, c'est ridicule. L'inverse. Donc je m'impose moins. Je descends à un niveau que oui, j'arrive, et à partir de là, Bezrat Hashem, je monte. L'idée, elle est que, quand on se revoit dans 4 ans, si Dieu veut, eh ben, vous puissiez tous me dire, voilà, je me suis fixé ce soir-là des trucs, j'ai réussi, c'est de l'acquis, maintenant je passe à autre chose. Merci de votre écoute, et vraiment, je suis hyper